Avant de vous parler de M. Ouedraogo Rasmané, je voudrais tout d'abord vous remercier, Next TV Media, pour cette visite matinale qui dénote d'un quelconque intérêt pour ma personne et pour ce que je fais. Qui je suis africain, burkinabé, malien, puisque j'ai une partie de mon sang à Nyono, dans le cadre de l'Office du Niger. Mon père était ici, fonctionnaire de l'administration coloniale, et ensuite rentré au Burkina Faso, au Volta de l'époque, bon, pour continuer. Donc je suis voilà, africain, je suis africaniste, je suis cinéaste, comédien de cinéma, enseignant de l'économie du cinéma, de l'économie du cinéma. J'enseigne le marketing, la communication, j'enseigne la diversité des expressions culturelles, l'économie de la diversité culturelle et de l'industrie culturelle, et puis d'autres matières comme la mise en scène, les découpages techniques, etc., etc. Et je me suis spécialisé en passant par la production audiovisuelle. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes une très grande star du cinéma africain. Alors, comment vous êtes venu dans le cinéma? C'est bon d'en parler parce que il y a des visions réductrices qui pensent que c'est quand on peut faire un peu le pitre dans la ville qu'on fait du cinéma ou qu'on est comédien. Je crois que cette notion, il faut la combattre à toute la vigueur, parce que faire du cinéma, c'est faire des études, c'est aller à l'université, c'est maîtriser une technique, notamment toute la physique portant sur la caméra et les objectifs. Ça veut dire qu'il faut aussi faire il y a de la psychologie, il y a de la physiologie, il y a de l'histoire qu'il faut connaître, parce que on ne raconte pas l'histoire d'un peuple sans connaître ce peuple. Donc, et c'est une école à l'université, on le fait, après on se spécialise, soit on fait de la réalisation, soit on fait de la production, soit on se spécialise dans la direction des acteurs ou dans la direction de la photo. Donc il y a assez de matières, c'est un domaine assez vaste avec beaucoup de métiers, de professions, de spécialisation, et ça s'apprend. Ce n'est pas des raccourcis qu'il faut faire, c'est des études qu'il faut mener. Que ce tant du point de vue de la technique que du point de vue de l'artistique ou simplement de l'actorat. Donc tout se fait sur les bancs d'études, et après le cinéma, tel qu'on le voit, n'est que l'aboutissement d'un processus. C'est le rassemblement de beaucoup de spécialités, c'est le rassemblement de beaucoup de connaissances, c'est le rassemblement de beaucoup de sciences. Voilà, c'est tout ça qui fait le cinéma. Le cinéma, c'est pas pour rien qu'on parle du 7e art. C'est parce qu'il y a d'autres choses, d'autres spécialités qui le composent. Mais pourquoi vous avez choisi d'être acteur de cinéma? Moi, je n'ai pas choisi d'être acteur, je suis toujours réalisateur. Je vous ai dit tantôt que j'enseigne. L'actorat n'est qu'une partie infime de ma vie. J'y suis allé par plaisir. D'abord, pour l'anecdote, j'étais à l'école de cinéma, à l'Institut à l'INAFEC, à Ouagadougou, dans les années 76. Et puis, il y a une année, il y a des étudiants, ceux qui sont venus avant nous, qui devaient faire leur film de promotion. Et puis, l'acteur qui devait jouer dans ce film n'arrivait pas à rendre. J'ai compris sa difficulté, je me suis mis à sa place pour jouer. Et puis, on m'a dit, bon, vous restez là parce qu'apparemment, vous convenez au rôle. Et c'est depuis lors que ça ne s'est pas arrêté. Ça fait plus de 40 ans que bon an, mal an, je suis devant la caméra, mais c'est ça qui fait qu'on pense que je suis comédien. Je ne suis pas comédien de formation, j'ai fait mes études, je me suis spécialisé en production. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu de la réalisation du série phare 3 hommes et un village? 3 hommes et un village, c'est la rencontre
j'allais dire plutôt d'amis. D'amis parce que quelque part notre rencontre n'est pas dans la rigueur professionnelle. Nous nous sommes retrouvés parce que nous nous aimons, nous nous sommes retrouvés parce que nous voulions partager des histoires, nous nous sommes retrouvés parce qu'on s'est dit que le cinéma n'est pas toujours que tristesse, n'est pas toujours que il y a une autre façon de poser le cinéma, il y a une façon de traiter des thèmes, et notamment en passant par ce genre comique. Et ma foi, nous avons réuni des gens d'un peu partout, des talents qui sont déjà avérés et reconnus. Et puis, dans cet esprit-là, on s'est retrouvés pour faire la double série, 3 hommes un village et 3 femmes un village. Avec, sous la direction de Madame Glaise Diallo, qui elle-même aussi est comédienne de formation, entre guillemets, parce qu'elle est issue aussi d'autres compétences. Je ne saurais vous le dire, parlons de 200 ou plus, voilà. Mais moi-même, parfois je découvre comme ça au détour, au réveil d'un sommeil tardif, j'entends des voix à la télé, je regarde, je me vois jouer, je me dis tiens, c'est quel film ça? C'est vrai que j'ai commencé à tourner à une époque où la préoccupation n'est pas de dire c'est quel film, c'est dans quel film je joue. La préoccupation c'est de dire je veux jouer dans un film. Je suis content de participer au tournage d'un film, si bien qu'on ne s'arrêtait ni sur l'aspect contractuel, ni sur l'aspect salarial des films. C'était la joie de participer, si bien qu'on en a fait tellement. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est utile de le savoir maintenant, parce que comme quelque part il y a des bureaux de droits d'auteur, ce serait bon qu'on commence aussi à manger un peu du fruit de ce travail-là. Tout à fait. Voilà. Alors, aujourd'hui vous êtes au Mali, on peut savoir dans quel contexte vous êtes là, dans le contexte du cinéma ou bien les affaires? Bon, comme vous êtes gentil, je vais être gentil avec vous, parce que quand on me pose cette question, ça mérite un peu, parce que être au Mali ne doit pas être un fait nouveau ni étrange. Moi, je suis au Mali parce que je suis chez moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi, je suis, comme je vous l'ai dit au début, je suis un Africain, donc je ne dois pas être amené à expliquer pourquoi je suis dans un pays africain. J'y suis parce que c'est l'Afrique. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que dans la constitution du Mali, il est inscrit aussi que toute personne peut aussi être malienne. Tout à fait. Voilà. Donc, je m'inscris dans cette logique-là. Mais ceci étant, je suis venu ici parce que j'ai de la famille ici. Comme je vous l'ai dit, j'ai une partie de mon placenta qui est enterrée à Nyono. J'ai fait l'école catholique, la mission catholique de Nyono. Et donc, mais la région d'où je viens, du Burkina, c'est-à-dire la région nord avec Ouaouia comme chef-lieu, nous étions, si vous vous rappelez de l'histoire, nous étions rattachés au Mali à un moment donné par le fait du colonisateur. Si bien qu'il y a eu intégration, il y a eu interpénétration, et il y a des villages au Mali ici qui portent le nom de village du Burkina Faso. Mon père a servi ici. Il a des relations de parenté, et notamment pour le cas présent, je suis dans la famille Sidibé, dont c'est le plus, j'allais dire, connu, c'est Sidibé Ismaël d'Africa. Voilà, c'est la famille. Je suis venu dans ce cadre. Je suis venu aussi parce que je suis officiellement, par la volonté de l'administration publique, je suis à la retraite depuis 6 ans. Donc je m'occupe à beaucoup de choses pour ne pas abréger ma vie. Je me lance dans d'autres activités qui m'occupent, donc qui me donnent sens à ma vie. Je suis venu ici, j'ai des cousins qui font du jardinage de maraîchage sous serre. J'avoue que c'est une très belle expérience dont le Mali dans son ensemble doit s'inspirer, dont le Burkina doit s'inspirer dans d'autres pays africains, parce que
et cette expérience bat en brèche les fameuses crises alimentaires que brandissent nos États pour se faire de l'argent auprès des institutions internationales. L'Afrique peut trouver sa propre solution ici, et mon souhait est que peut-être un jour l'aide internationale s'arrête. Comme ça, peut-être dans la fin, nous allons trouver nous-mêmes nos solutions. Bon, je corrige d'abord, grande star, non, parce que la notion du star n'est pas celui qui convient aux stars africaines. Oui, parce que vivre la vie de star, ça veut dire vivre au-dessus parfois de ses moyens, vivre coupé de sa population, vivre géré par d'autres personnes. Moi, je me sens issu du peuple auquel je dois rendre compte, auquel je dois tout. Et c'est lui qui m'a fabriqué, c'est lui qui veut que je l'amuse à un moment donné, que je lui raconte des histoires à travers quelque chose qui s'appelle le cinéma. Donc moi, voilà, je suis un comédien qui squatte les familles chaque soir au gré des films qui passent. Maintenant, comment je vis ça? Je vis ça normalement, je vis ça comme un enfant du pays, comme un enfant du village. Il n'y a pas de vie particulière. Mon point de vue maintenant par rapport au cinéma, c'est que, évidemment, en 40 ans, dans ce domaine-là, j'ai vu l'histoire, j'ai lu, j'ai appris l'histoire du cinéma africain, des cinémas d'Afrique. J'ai suivi son évolution, malheureusement, qui ne m'enchante pas forcément aujourd'hui, parce que je suis, j'allais dire, au soir de ma vie, et je me rends compte que l'activité dans laquelle je suis rentré avec enthousiasme, j'y ressors un peu avec quelques amertumes. Le cinéma africain régresse. Le cinéma asiatique est né après nous. Le cinéma asiatique aujourd'hui a pris tout le marché. Nous nous sommes complus dans le cinéma africain en recul. Si vous comptez, nous étions des années données à près de 10, 15, 20 films de long métrage en 35 mm. Aujourd'hui, si vous faites toute la somme au niveau, en tout cas africain, sauf l'Afrique du Sud, sauf peut-être sauf le Maroc, l'Afrique noire, telle que vous la connaissez, ne produit pas plus d'une dizaine de films de long métrage par an. Donc ça veut dire qu'il y a stagnation, et ça veut dire quelque part aussi, les responsabilités sont partagées. Il y a les responsabilités des États, des politiques culturelles nationales, et il y a aussi la responsabilité de nous, acteurs directs du cinéma. Pour parler de nous-mêmes, je vais dire que nous avons manqué de beaucoup de rigueur, parce que faire un film, c'est d'ailleurs le domaine dans lequel que j'enseigne. Faire le film répond et suit un processus à travers une rigueur donnée. Le cinéma africain, malheureusement, ne suit pas ça. Le cinéma africain s'est complu dans la subvention, dans les aides, qui ne contraignent pas au remboursement, qui ne contraignent pas à la bonne gestion. Donc, si bien que, bon an, mal an, l'essentiel c'est de faire un film, mais on ne se soucie pas de savoir que le film c'est aussi un produit culturel dans lequel on investit et à travers lequel on veut avoir quelque chose. Nous, que le film soit rentable ou pas, à la limite, ça compte pour peu. Et cet esprit, aujourd'hui, il faut le combattre. C'est comme toute autre affaire, c'est comme quelqu'un qui veut créer une industrie, une usine de fabrique de vélos. Il va étudier le marché, il va chercher des partenaires, il va faire toutes les évaluations, il va réunir les compétences, il va préparer avant de faire, et il va aller à la conquête d'un marché. Mais qui le fait en matière de cinéma? Donc, tous les discours de l'État doit faire, l'État de faire. Moi, je pense que même à ce niveau-là, l'État a beaucoup fait. Sauf que lui aussi, il a souscrit à des conventions, notamment la convention 2005 de l'UNESCO, qui impose, à travers l'élaboration d'une politique culturelle nationale, de créer des fonds d'aide
Parce que quelque part, le cinéma véhicule aussi quelque chose qui s'appelle la culture. Donc il faut que l'État, or c'est l'État seul, c'est la puissance publique qui gère la culture d'un pays. À ce moment, il faut que l'État effectivement contribue. Il fait des textes, c'est vrai, mais il faut qu'il accompagne. Ceci étant, le reste du temps, c'est un produit. C'est un produit comme tous les autres produits commerciaux, avec quelque part, comme colonne vertébrale, la culture qu'il tient. Mais la culture, ça, c'est j'allais dire variable, mais les autres, c'est des techniques qui sont universelles. Maîtriser la caméra est universel. Ça veut dire qu'il faut former des techniciens. Combien de techniciens il y a au Mali ici qui peuvent aller sur n'importe quel tournage? Il n'y en a pas. Deuxièmement, c'est de l'investissement. Il faut donner confiance à ceux d'en face, notamment les institutions financières. Ça veut dire qu'il faut présenter un dossier à travers lequel l'institution va savoir qu'elle récupérera son argent. Mais on ne parle pas dire je suis un tel et je veux de l'argent. C'est très facile. Bon, autre chose aussi, entre nos États, nous avons signé tellement, c'est-à-dire que nous ne profitons pas des espaces qui ont été créés. Vous savez forcément qu'entre nous, entre le Mali et le Burkina, il y a des accords de coopération cinématographique, des accords de coproduction, mais qui l'utilisent à bon escient. Toutes choses qui vont venir en réduction du coût de production. Mais entre tous les pays, on a signé ces accords-là. Aujourd'hui, on ne les utilise même pas. Sinon, même qu'on ne sait même pas qu'ils existent. Ça veut dire qu'il y a un travail de devoir de mémoire qui au niveau des ministères, mais au niveau aussi des organisations fêtières qui représentent les cinéastes. Travailler chaque fois à se rencontrer pour trouver les voies et moyens. Et puis, autre aspect encore, c'est dans le mode de financement aujourd'hui. Vous savez, le cinéma, c'est vrai, ça coûte cher. Quand on vient me voir pour faire un film, peut-être que si je coûte, par exemple, je prends le cas, 20 millions. Mais 20 millions, le réalisateur, au moment où il veut commencer son film, peut-être qu'il ne l'a pas. Mais est-ce que dans le cadre d'une sorte d'actionnariat participatif, moi je ne peux pas déduire une partie de mon cachet comme étant une participation au film? Si bien que l'argent qui aurait pu servir à me payer peut servir à gérer, en tout cas, la régie du film. Tout ça, c'est des modes de production auxquels il faut qu'on réfléchisse. La formule d'antan qui consistait à faire son dossier, courir au ministère de la coopération, aller au CNC français, aller à l'OIF et tout, c'est fini. C'est fini. Or, on ne peut pas arrêter de faire du cinéma parce qu'à travers le cinéma, on ne peut pas arrêter de faire la promotion de nos cultures. J'allais dire, c'est une attitude régalienne. Ce n'est pas l'Occident qui va venir nous aider à promouvoir notre culture. Parce que promouvoir notre culture, c'est nous rendre forts. Promouvoir notre culture, c'est nous donner les armes pour lutter contre c'est celui qui envahit notre espace culturel, l'Occident. Mais l'Occident, c'est à travers ses films, c'est à travers ses images qu'il vient promouvoir ses produits aussi de consommation. Combien ont découvert le Coca-Cola à travers les cinémas? Combien ont découvert des hamburgers à travers le cinéma? Mais quel est le cinéma qui a promu le riz au gras malien? Rien. Donc nous aussi, nous devons aller sur le terrain du donner ou du recevoir. Vous nous montrez vos Coca-Cola, nous aussi on vous montre les Mouridji. C'est clair. Vous nous montrez vos habits en soie, nous aussi on vous montre notre pain tissé. C'est ça l'échange. C'est ça le marché international. C'est ça la globalisation. Mais dans la globalisation, dans la mondialisation, nous sommes absents. Nous ne faisons que consommer. Qu'est-ce que nous proposons? Même notre langue n'y est pas. Alors, vous, en tant que douanier, qu'est-ce que vous proposez pour promouvoir le cinéma africain sur le marché mondial?
Ben, il faut déjà qu'on... Comme j'ai dit, c'est un produit, d'abord pour tout produit a besoin de son propre public, de son propre marché pour grandir. Ok. Or, nous, jusque-là, nous faisons des produits pour le marché extérieur. Mais arrivé aussi le marché extérieur, nous n'avons pas de place pour pouvoir montrer nos produits. Parce que la concurrence est rude. La concurrence est rude. Alors, commençons par ici. Mais commencer par ici, ça veut dire nous donner à nous-mêmes l'envie de consommer nos produits. Il y a des gens au Mali ici qui jusqu'à présent n'ont pas porté un habit tissé ici. Ils achètent le tergal à Paris, ils achètent la soie à Paris, des cravates Yves Saint Laurent. En réalité, c'est quoi? C'est de l'apatrie. Nous ne voulons pas nos propres produits. Or, c'est par là qu'on va développer. Quand je prends le Burkina Faso, aujourd'hui, plus de 30 ans après le décès du capitaine Thomas Sankara, aujourd'hui, on parle de consommons burkinabé. Il a promis, on n'a pas cru. Mais non, c'est de la révolution, c'est de... Voilà. Aujourd'hui, tout le monde court derrière ça. On a compris parce qu'en consommant ça, nous aidons nos populations, ceux qui cultivent le coton. Nous développons l'industrie vestimentaire chez nous. C'est tellement simple et banal parfois qu'on se dit, mais est-ce que nous, Africains, là, il n'y a pas un malheur qui nous a frappé quelque part et on vit dans la cécité totale? On n'a pas besoin d'aller dans une école pour ça. Comme on dit, c'est l'enfant malin qui mange le samsa de sa maman. Ikono fara, ikawari fanamata kenema. Ça reste chez ta maman. Mais nous, on bouffe quoi? Hamburger. Le pain vient de France, la viande vient de France. Or, la France importe la viande du Brésil. Nous, on a le mouton ici. On ne veut même pas manger ça. Quelle honte. La solution est simple. Elle est en nous, elle réside en nous, elle est autour de nous. Mais nous refusons de regarder à côté, nous regardons au-dessus des mers. Regardez combien de nos frères sont en train de mourir dans l'eau là. Prennent 1 million, 2 millions, 3 millions pour aller mourir. 2 millions, 3 millions, vous faites un projet de jardinage ici, vous devenez riche en 2 ans. Il y a le fleuve du Mali là. Il n'a pas tari encore. Nous sommes nés le trouver, nous allons mourir le laisser. Voilà. Nous laissons ça, cette richesse, et on part mourir dans... Moi, je ne pleure même pas pour ces gars. Je ne pleure même pas. Ils serviront à engraisser le poisson. C'est d'autres personnes qui me distinguent. Quand je sors dans la rue ici, je ne peux pas faire 1 mètre sans qu'on dise Lagui. Mais quand est-ce que le gouvernement malien a pensé utile de m'appeler, dire bravo pour la joie que tu apportes dans nos foyers? Comme je dis, je suis africain. Si le Mali m'appelle donner 5 francs, je vais prendre manger. Mais d'être Lagui, je ne mange pas Lagui. Je ne mange pas ça. On dit, ah bravo, hein, courage. Hein. J'ai entendu ça 40 ans. Courage, oui. Moi, je ne reçois le courage que de la population qui me regarde chaque fois. Ça, j'accepte leurs félicitations. Mais au niveau national, pourtant, j'ai travaillé beaucoup de fois avec, par exemple, si je prends le cas du ministère de la Culture d'ici, au sein de l'UNESCO, je connais tous les conseillers qui sont à Paris, qui viennent avec lesquels on a travaillé pendant plus de 15 ans sur la Convention 2005. Je parle parce que ça se vérifie qu'ils le voient. Que s'il y a quelqu'un qui peut me démentir au ministère, ils n'ont qu'à me démentir. C'est faux.
J'ai été le président de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Adama Traoré, qui est Actu 7 ici, en est membre. Mais le Mali ne m'a jamais dit merci. La Côte d'Ivoire, je me suis promené dans presque tous les pays pour pousser les pays à l'adoption de la Convention de 2005. Bon, c'est peut-être les avoir poussés qui ne les plaît pas. Ils ont signé, mais dans leur pays, non, ils ne pratiquent pas, ils n'appliquent pas ce qu'ils ont signé à l'UNESCO. J'explique un peu par ça que nous les dérangeons, nous les emmerdons, nous les empêchons de tourner en rond. Nous sommes leur conscience parfois, nous réveillons de temps en temps, on fait un bruit dans leur cerveau. Bon, ils se disent, adieu le tout. Voilà. Oui, je souhaiterais bien, peut-être qu'à l'issue de votre interview, un jour on m'appellera à la fête nationale ici pour dire merci pour le plaisir que tu nous as aussi apporté. Mais ça fait presque 47 ans que je le fais. Non, au niveau africain, je n'aime pas parler. Je préfère me rappeler de cette joie que je lis sur le visage de mes frères et sœurs qui ne me connaissent pas, mais s'amusent bien, trouvent du plaisir chaque soir en regardant le petit écran. Voilà, c'est ce plaisir-là qui est irremplaçable. Il ne faut rien attendre des gouvernants. Mais je vous ai dit que le cinéma, c'est une industrie. Il est aujourd'hui, le cinéma, avec l'industrie de l'audiovisuel, le deuxième pilier financier des États-Unis d'Amérique. C'est le secteur qui apporte, en dehors de l'industrie de l'armement, c'est le secteur qui apporte le plus d'argent aux États-Unis. Tout est audiovisuel. On parle des startups, on parle de Silicon Valley. Chaque jour, on invente. Facebook, vous êtes déçus. On est sur tout ce qu'ils créent en matière de... Et tout ça, c'est de l'argent. Et nous, on est où? Donc, le cinéma peut, pour peu qu'on y croit, prenez Bamako, il y a combien de salles de cinéma aujourd'hui? À part Babemba. Il y a quoi? On a tout fermé. Vous allez à l'intérieur, c'est pire. Il n'y a même pas. À moins d'aller faire ça dans des magasins. Il n'y a pas. Or, un film, on peut investir dedans 100, 200, jusqu'à 1 milliard, 2 milliards. Nous venons de faire le film sur Gondwana. Ça a coûté 2 milliards. En Côte d'Ivoire. Ouais. 2 milliards. C'est pour dire, il ne faut pas que les gens croient que le cinéma, quand il y a la publicité, c'est pas ça le cinéma. Ok? Qu'ils les investissent. Le cinéma, c'est une industrie. Le cinéma, c'est un produit qu'on amène sur le marché. Le cinéma, parce que derrière le mot cinéma, il y a beaucoup d'autres choses. Parce que vous savez que même le cinéma en tant que tel est un produit avec lequel on peut manipuler, on peut conditionner, on peut éduquer, on peut mobiliser pour le développement. Si le cinéma arrive à mobiliser une population autour, par exemple, d'une vaccination, c'est participer au développement de ce pays. S'il arrive à nous mobiliser autour de l'utilité de faire du sport, c'est participer au développement de ce pays. Le cinéma participe tous les jours que Dieu fait. Le cinéma, et derrière le cinéma, je parle de l'audiovisuel de façon générale, participe à quelque chose. Nous en sommes des consommateurs journaliers. Donc, on doit se mobiliser, on doit se dire que ça va créer, ça crée. C'est une réalité incontournable. De toute manière, si on ne le fait pas pour nous-mêmes, d'autres feront et ils vont nous entraîner derrière leur sillage. On n'a même pas le choix. Si nous ne voulons pas, nos enfants vont regarder. Donc, ils vont venir par le cinéma, par l'image, venir gérer jusque dans notre quotidien. Voilà, c'est
c'est dommage de finir un peu dans des notes dures, telles que je les exprime, mais c'est plus de 40 ans d'expérience, de vécu, qui font que je ne rêve pas. Je préfère aujourd'hui qu'on m'engage dans des combats donnés, mais les discours, j'y crois plus. J'ai vu des ministres passer, j'ai vu des chefs d'État passer. Écoutez, c'est pas un miracle. Il y aura peut-être un discours à la nation, quelque chose comme ça. De la culture, ça ne dépassera pas 2 ou 3 phrases. Tous disent la même chose. Ouais, nous allons la culture, c'est le quoi d'un peuple, le ciment d'un peuple, on va mettre les moyens. C'est toujours des phrases de portée vague. Parce qu'ils ne connaissent même pas. Le problème, c'est ce qui est tu. Maintenant, c'est qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas même leur propre culture. Si bien que bon, leurs engagements aussi restent vagues. Ça veut dire que le combat continue. Ça veut dire que partout je tiens le même discours. Ça veut dire que, à part Dieu, là, il n'y a plus un responsable politique dont je ne peux pas fixer les yeux pour lui dire qu'il est cause du malheur de l'Afrique. Ils sont tous. Je les ai pratiqués, je connais leurs méthodes. Ils nous pompent seulement du vent. Et quel conseil avez-vous à l'endroit des jeunes acteurs qui vont venir derrière vous? C'est de travailler. Il n'y a rien de plus que le travail. Il faut travailler, il faut croire au travail, à la valeur, à la vertu du travail. J'ai combien d'ans? Je cours toujours. J'ai combien d'ans? Venez voir, quand je vais au champ, je travaille comme les ouvriers. J'aurais pu m'asseoir, j'ai des enfants qui sont bien dans la vie. Mais non, moi, je ne mets pas ma vie à ce niveau. Dieu m'a créé pour travailler et mériter mon salaire. J'accepte ces préceptes-là jusqu'à la fin de ma vie. Je vais travailler. Jusqu'au jour où je ne pourrai pas bouger. Mais tant qu'un pied peut se mettre devant l'autre, ce serait difficile de m'immobiliser. Donc, je souhaite que aimer le travail soit une vertu de la jeunesse africaine, qu'il n'y a pas de raccourci, tout s'apprend. S'apprendre, il y a ce qu'on apprend dans les livres, il y a ce qu'on apprend dans les écoles, mais il y a ce qu'on apprend aussi de la vie. Ça veut dire là où vous êtes, la famille, le village, le pays. Ce lien indéfectible, il faut le tisser, il faut le renforcer. C'est à travers ça qu'on va tirer. C'est comme un cordon ombilical. Toute la force là, on va la tirer là pour pouvoir avancer. Mais si on coupe aujourd'hui, il y a combien de jeunes à Bamako ici qui ne savent même pas où se trouve le village? Les vacances, ah, pas Dieu, nous on a, voilà. Comment vous pouvez, même j'ai toujours pris ça, c'est-à-dire même dans le traitement des sujets de nos films, même dans le traitement, suivez bien l'actualité, regardez les films, beaucoup de ces films ne traitent que des problèmes urbains. C'est-à-dire ils ont peur de traiter de problèmes de village parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un village. Ils ne savent pas qu'entre deux concessions, il y a un petit chemin. Quand en passant l'herbe vous fouette et que dans l'herbe là, il y a peut-être un serpent qui passe. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent même pas passer, ça c'est décrit. Quand on écrit un scénario, on décrit ça. Mais s'ils ne l'ont jamais vécu, si ça va, il y a des gens ici qui ne savent pas que peut-être que dehors il fait 40 degrés. Parce qu'ils sont toujours au frais. Oui. Il y a des gens, il y a des enfants ici à Bamako, quand tu leur parles du poulet, c'est le poulet frit, grillé. Mais ils ne connaissent pas le coq qui court dans la basse-cour. Où il y a Yemi. Leur père même a démissionné, il ne les amène même plus au village. Il va apprendre quoi? Il va parler de... Dans une case, c'est comment les marmites de la grand-mère là sont disposées, comment? Si tu n'es jamais allé. Donc on fait des films, c'est à l'hôtel, là, dans le lit grand, ils se sont couchés, ils s'embrassent, voilà.
Et on traite mal ces questions-là parce qu'en tout, nous ne sommes pas des blancs pour traiter des problèmes des blancs là. Si bien que ça. Regardez comment dans nos films, là, quand deux jeunes s'embrassent, c'est maladroit. C'est même pas dans leur culture. C'est bien comme ça. Quand ils se touchent, tu sens qu'il n'y a rien entre eux. Mais dans notre culture, il n'y a pas ça. Le regard, dans le regard, là, on peut lire l'amour. On peut lire le désir. On peut lire le plaisir qu'on a tiré. L'éducation nous a appris ces gestes-là. Mais même ça, on ne connaît pas. Si bien que quand on fait des films, bon, personne ne s'y reconnaît. Même eux, ils ne se reconnaissent pas dans ces films qu'ils ont écrits. C'est vraiment compliqué. Ou alors on veut traiter des problèmes qu'on ne connaît pas. Tu vas voir des jeunes de 18 ans qui veulent parler d'amour et de foyer. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez jamais été marié. Vous pouvez savoir ce qui est dedans, dans le mariage. Vous savez ce qui est dans le mariage? Ah, bon, c'est pas... Il y a beaucoup de choses que papa et maman là, ne nous disent pas. Et seuls vivent ça la nuit. Mais on est leurs enfants, on est là, on a les yeux grands ouverts. Mais tant que tu n'as pas atteint ce degré de maturité, tu ne pourras jamais lire qu'est-ce qu'il y a. C'est ça, c'est être fort que de pouvoir connaître ça, maîtriser ça et le transmettre dans un film, par exemple. Que le regard seul donne un message.